Bonsoir, fidèles téléspectateurs. La santé des prisonniers politiques et détenus retient notre attention ce soir. Plusieurs figures de l'opposition et prisonniers politiques ont perdu la vie en détention au Cameroun ces derniers mois. Les cas récents de décès en détention, faute de soins médicaux pour la plupart, dans le pays du président Paul Biya, sont entre autres Anissé Ekane, Souleymane Tobi et Patrick Ndango. Combien de morts doit-on encore compter pour espérer voir tous ces détenus malades en détention et qui sont des chefs de famille, des frères, des fils, voire des époux, bénéficier comme il se doit du droit à la santé? Depuis quelques jours, les médias, la société civile et quelques partis politiques tirent la sonnette d'alarme sur le cas de Blaise Essama, qui souffre de complications liées au diabète. Son état est critique, de graves lésions tissulaires qui pourraient entraîner une amputation du pied s'il ne reçoit pas les soins spécialisés indispensables, et la prison de Nobel ne disposerait pas de structure adaptée à sa prise en charge. Et que dire de Ndjoukem Tchameni, dont l'entourage, notamment son épouse et ses soutiens politiques, ont dénoncé une dégradation alarmante de son état de santé en raison du manque de soins adaptés à son âge. Être détenu vous enlève-t-il le droit à la santé? Que dit la loi face à cette situation précise? On en parle dans le cadre de la deuxième partie de notre émission Grand Plateau avec Maître Fabien Kenyé, avocat au barreau du Cameroun. Une fois de plus, merci de suivre l'actualité sur Balafon Télévision. Ouvrons cette actualité avec un drame à Balin, dans le 2e arrondissement de Bafoussam. Le corps sans vie d'Aïcha Matsine, 22 ans, a été retrouvé mardi en soirée dans une broussaille en état de décomposition avancée. Mécanicienne de formation, la jeune fille vivait à Yaoundé depuis un moment. Venue passer des vacances auprès de sa famille à Balin, elle est sortie du domicile familial dimanche après-midi en compagnie d'un inconnu. Depuis, elle n'a plus donné signe de vie. Son corps, découvert 2 jours plus tard, porterait, selon des sources familiales, des traces de violences sexuelles. Les auteurs de ce crime sont pour l'instant introuvables. Aïcha Matsine a été inhumée ce mercredi en début de matinée. Sa mère, profondément affectée, s'exprime dans cet extrait sélectionné par Franck Duroc-Tassanquin à Bafoussam. C'est quand mon petit frère sort dehors, il me dit qu'il parle seulement que Aïcha ne vit pas. Aïcha ne vit pas. Je dis que je vous ai dit. Je vous ai dit qu'Aïcha ne vit pas. Elle est juste venue pour aider sa mère, sa grand-mère, parce que moi je suis sa mère. Elle est venue aider sa grand-mère. Elle était déjà gonflée, parce que quand on l'a décomposée, il y avait les asticots sur elle partout. Elle était décomposée. On a attaché les pieds, attaché les mains derrière. On a attiré d'abord sa langue, enlevé et remettre encore dans sa bouche avant d'attacher. L'a tapé sur la face, enlevé l'œil. Et l'a poignardé, l'a brûlé. L'a brûlé avec le fer repassé. Et là où on a trouvé, c'est à la fabrique, à l'entrée familiale. Voilà un drame qui est bien difficile à avaler. On ne cessera jamais de le rappeler en cette période de vacances. Il y a des règles de sécurité que nous devons tous respecter. Par exemple, donner toujours sa position à chaque déplacement. À présent, parlons de finances. Le plafond d'emprunt 2027-2029 fixé à 5 milliards de francs CFA. Les préparatifs de l'exercice budgétaire 2027 ont été lancés par le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, présentant le document de programmation économique et budgétaire lors d'un séminaire de 2 jours placé sous le thème « Le budget du Cameroun face aux défis de l'amélioration de la performance des investissements publics ». Le ministre des Finances a indiqué que le gouvernement a fixé la capacité d'emprunt à 5 000 milliards de francs CFA pour la période 2027-2029. Ces fonds serviront à financer les projets
prioritaires d'infrastructures et les projets sociaux. Le ministre Motazé a également révélé que les recettes de l'État ont baissé de 13,7% au premier trimestre 2026 par rapport à la même période en 2025. Pour plus de détails sur cette information, nous retrouvons Fondrené Marquez. The Minister of Finance, Louis-Paul Motazé, says the state mobilized 1,331 billion francs CFA in revenue in the first quarter of 2026, a 13.7% drop compared to 2025. Au titre du premier trimestre 2026, montre une faible mobilisation des recettes budgétaires totales de l'État, soit 1 331 milliards, en retrait de 212 milliards par rapport à leur niveau au terme de la même période en 2025, pour un taux de réalisation de seulement 61% de l'objectif de 2180. He added that external debt stands at 834 billion francs CFA, while domestic arrears are at 716 billion CFA francs. For 2027, the state will need 3,161.5 billion francs CFA and plans to borrow 1,850 billion francs CFA. For the 2027-2029 period, the borrowing ceiling is set at 5,000 billion francs CFA, meaning 3,150 billion francs CFA will be borrowed between 2028 and 2029 to fund priority projects in infrastructure, growth and social spending. Toujours sur ce sujet de gestion budgétaire, le gouvernement promet une gestion budgétaire prudente face aux crises mondiales. Le budget vise une croissance de 3,7%, a déclaré le ministre. Il a ajouté que le budget sera élaboré dans un souci de gestion prudente, compte tenu de la crise mondiale actuelle liée aux conséquences du Covid-19, à la guerre au Moyen-Orient et à la guerre en cours en Ukraine. Écoutons le ministre Louis-Paul Motazé dans cet élément. We have a war in the Middle East. With this war, we have the war in what we call Russia against Ukraine. You have the consequences of the COVID-19 and so on. So the context is very, very challenging. This is why we don't receive all the resources. The situation is difficult, but we think that with the decisions that will be taken after the seminar, we are going to find the accurate decisions. Voilà, à présent, parlons du 4e recensement général de la population et de l'habitat. Où en sont les ménages à Douala? Moins de 48 heures avant la fin de l'opération, lancée le 24 avril 2026 et prolongée jusqu'au 31 juillet en raison de contraintes logistiques et opérationnelles, la campagne entre dans sa dernière phase, disons, c'est le compte à rebours. À l'approche de l'échéance, les ménages de Douala ont-ils tous été recensés? Jessica Tenos-Maché est allée à la rencontre des habitants pour le savoir. Reportage. Dans les quartiers de Douala, le 4e recensement général de la population et de l'habitat touche à sa fin après plusieurs semaines de prolongation. Malgré les contraintes logistiques et les difficultés d'accès rencontrées sur le terrain, de nombreux ménages affirment avoir été recensés, parfois par procuration. Directement, je vous dirais non. Cependant, parce que je n'ai pas été interrogé par les agents recenseurs, mais les agents recenseurs sont passés à mon domicile et ils ont été reçus par madame qui leur a donné les données qui constituaient notre famille, et entre autres les enfants et moi-même. Pour d'autres habitants, le passage des agents recenseurs s'est déroulé directement à domicile, permettant l'enregistrement des membres du foyer. Ils sont venus chez nous, tout le monde était à la maison, et bon, ils ont fait leur travail, ils ont posé les questions, et puis bon, c'est ça. Mais certains assurent n'avoir jamais reçu la visite des agents. J'ai entendu parler de ça et ça fait plus de 3 mois en fait. Je ne me suis pas fait recenser. Non, pour l'instant, je n'ai pas encore d'entourage qui s'est fait recenser. Non, personne n'est venu avec mon lieu de travail et à la maison, comme je vis seul, personne n'est venu. À l'approche de la clôture de l'opération,
Ces témoignages contrastés interrogent sur la couverture effective du recensement et sur sa capacité à fournir des détails fiables sur la population camerounaise. Voilà qui est dit. Poursuivons notre dénonciation sur les routes à Douala. Et si on parlait de Tankwa, où la route cause beaucoup de souffrance, c'est à Lorbessou, dans le 3e arrondissement du Douala. La route menant au quartier Tankwa est devenue un véritable parcours du combattant. Ravinée, envahie par la boue et les eaux de pluie, elle plonge les populations dans un quotidien fait de difficultés et d'isolement. Théodonto est passé par là, reportage. Ravinée, parsemée de crevasses remplies d'eau et de boue, attaquée par l'érosion. La route qui mène au quartier Tankwa offre un spectacle de désolation. Pour de nombreux habitants, elle est aujourd'hui l'une des plus mauvaises du 3e arrondissement de Douala. À chaque déplacement, automobilistes, motocyclistes et piétons affrontent un véritable parcours du combattant. En saison des pluies, la circulation devient encore plus difficile. La route, si là, m'a déjà cassé le rein tellement. Parler même de ça, je ne sais même pas. La moto distance, Carrefour Tankwa pour Carrefour des immeubles. En arrivant, tu es déjà fatigué. Les commerçants subissent, eux aussi, les conséquences de cette route dégradée. Les clients se font plus rares et l'approvisionnement devient un casse-tête. La moto même refuse de nous porter parce que la route est impraticable. Moi, personnellement, j'ai fait une fausse couche à cause de cette route. Parce que, vu l'état de la route, avec les tracasseries, les secousses, j'ai perdu mon bébé. Au fil des années, les crevasses se sont agrandies, laissant progressivement la route sous l'emprise de l'érosion. L'eau a tout envahi la route, il n'y a plus moyen pour passer. Les benziners, les taximens, tout ça, ils ont laissé la gare pour passer maintenant vers le champ. Entrer maintenant dans mon bendaria, il n'y a plus moyen pour me tenir devant mes petits baignets que je suis en train de chercher pour survivre. Pour les populations, cette voie mérite un bitumage complet. Elles espèrent qu'un aménagement durable viendra enfin mettre un terme à leurs difficultés quotidiennes. C'est un combat de titans, c'est un calvaire vraiment. S'il y avait le carrefour, c'est que la route, l'eau passe, l'eau ne stagne pas partout dans le quartier. C'est possible si on peut remettre le bitume. Accès principal pour de nombreux habitants de Tankwa, le bitumage de cette route n'est plus un luxe, mais une urgence afin de redonner mobilité, sécurité et dignité aux populations. Voilà, contrefaçon et piraterie, on en parle. La SCAP monte au front. La copie illégale des œuvres continue de fragiliser l'industrie culturelle et de priver les créateurs de leurs revenus. Pour mieux faire respecter les droits d'auteur et les droits voisins, la Société civile des arts audiovisuels et photographiques, en abrégé SCAP, a tenu à Douala un séminaire de sensibilisation sur la lutte contre la contrefaçon et la piraterie. Le compte rendu de Linda Bunyanyassa. Films, musique, livres, émissions de télévision, logiciels, les œuvres de l'esprit sont aujourd'hui de plus en plus exposées à la copie et à la diffusion illégale. Un phénomène qui fragilise les créateurs et prive l'industrie culturelle d'importantes ressources. Face à cette menace, la Société civile des arts audiovisuels et photographiques, SCAP, veut renforcer la sensibilisation des acteurs sur les moyens de lutter contre la contrefaçon et la piraterie. L'objectif, c'est beaucoup plus de faire comprendre ou d'expliquer ou de sensibiliser les autorités sur la loi 2000, sur l'aide qu'ils peuvent apporter aux artistes en général et de leur faire comprendre qu'aujourd'hui, les artistes souffrent de beaucoup de choses, surtout de la piraterie. Au cours de ce séminaire, les participants ont également passé en revue les différentes formes de contrefaçon, reproduction sans autorisation, vente de copies pirates ou encore exploitation commerciale d'une œuvre sans l'accord de son auteur. On fait un usage exagéré même de nos œuvres, sans jamais demander nos permissions. Je crois que ce séminaire vient à point nommé pour recentrer les choses, afin que les uns et les autres comprennent que nous, les artistes, nous avons aussi droit à ce qu'on respecte nos œuvres. Des pratiques pourtant réprimées par la législation camerounaise. Les contrevenants s'exposent à des sanctions pénales et financières avec des amendes pouvant atteindre plusieurs millions de francs CFA selon la gravité des infractions. Il faut dire que la loi numéro 2000-011 du 11 décembre 2000, en ses articles 80 et suivants, a prévu un certain nombre de dispositions. Alors, parmi ces dispositions, il y a la saisie des produits contrefaits
il y a des sanctions pécuniaires qui vont de 500 à 10 millions de francs CFA. L'ASCAP appelle ainsi à une plus grande responsabilité collective, car protéger les œuvres de l'esprit, c'est aussi garantir aux créateurs une juste rémunération et contribuer au développement de l'industrie culturelle. Voilà, et à présent, parlons de santé. État de la prévalence des hépatites B et C au Cameroun. Des experts tracent la trajectoire à l'horizon 2026. C'était lors d'un symposium. Avec environ 10% des Camerounais vivant avec l'hépatite B et 2% avec l'hépatite C, le fardeau des hépatites virales reste lourd. Alors que le monde célèbre la 17e édition de la Journée mondiale contre l'hépatite, des spécialistes de la santé se sont réunis à Douala pour un symposium élargi. Placé sur le thème hépatite B et C, quelle trajectoire pour 2026? Les experts examinent les modes de transmission, le coût élevé du traitement et les failles dans la prévention. Selon les organisateurs, l'objectif est de définir une feuille de route plus claire pour le dépistage, la vaccination et l'accès à des médicaments abordables dans les années à venir. René Marquez nous donne les détails. Commemorating the 17th edition of World Hepatitis Day, health specialists converged at the Lakantini Hospital in Douala for an expanded symposium under the theme Hepatitis B and C, World Trajectory for 2026. According to Dr. Hubert Lungi, a hepatogastroenterologist, 10% of Cameroonians are living with hepatitis B. Sur les 10%, il y aura environ 20% qui vont évoluer vers la cirrhose du foie. As for hepatitis C, the prevalence is 2%, but it is higher among elderly persons. La prévalence de l'hépatite C elle est faible, elle se situe aux alentours de 2-3%, mais ces personnes âgées de plus de 50-60 ans, la prévalence reste élevée. The expert says hepatitis can be transmitted through several channels, including from mother to child during pregnancy and also through sexual intercourse. On peut dire que ce coût a été divisé au moins par 10. Le coût de traitement, 100 à 120 000 francs par mois pendant 3 mois. Si c'est un cas simple, quand il y a une cirrhose associée, la durée du traitement est plus longue, il peut atteindre 6 mois. Dr. Lungi added that treatment for hepatitis C ranges between 100,000 and 120,000 CFA francs for a 3-month course in minor cases. For hepatitis B, treatment costs between 2,000 and 15,000 CFA francs per month, depending on the molecules. Allons à Yaoundé. Sous le froid, les maladies de saison refont surface. Paludisme, grippe, infections respiratoires et maladies diarrhéiques refont surface avec la saison des pluies et la baisse des températures à Yaoundé. Dans une ville où le thermomètre oscille entre 19 et 21 degrés le matin et en soirée, les changements climatiques fragilisent davantage les personnes vulnérables. Quels sont les facteurs qui favorisent cette recrudescence et quelles précautions adopter? Les explications du Dr Nadine Etoundi Bala, médecin infectiologue à l'hôpital général de Yaoundé, dans cet élément que nous propose Sébastien Oyébé. Dans les rues de la capitale, les vestes sont de sortie. En cette saison, les températures varient entre 19 et 21 degrés Celsius le matin, favorisant une recrudescence de plusieurs maladies. On remarque une recrudescence des cas de paludisme. Il y a aussi une recrudescence de certaines infections virales telles que les grippes, mais aussi certaines maladies diarrhéiques telles que le choléra. Selon les spécialistes, l'alternance entre les pluies, la baisse des températures, les eaux stagnantes et les salubrités favorise la recrudescence de ces maladies. Les enfants, les personnes âgées
et les malades chroniques demeurent les plus vulnérables. Pour ce qui est des infections respiratoires, il faut pouvoir porter des vêtements couvrants, notamment le soir lorsqu'il y a une chute des températures, et même penser à porter un masque lorsqu'on se retrouve dans des milieux clos ou bien bondés. Pour ce qui est des maladies diarrhéiques, il faut penser à consulter dans la formation sanitaire la plus proche lorsque l'on présente des signes. Et pour le paludisme, il faut penser à prendre soin de son environnement, notamment lutter contre les eaux stagnantes et ne pas oublier de dormir sous moustiquaires imprégnés à longue durée d'action. Quant aux tisanes et boissons chaudes, elles peuvent apporter un certain confort, à condition d'être consommées avec modération face à cette fraîcheur qui devrait encore accompagner les Yaoundéens pendant plusieurs semaines. Les médecins rappellent que le meilleur remède reste avant tout la prévention et une consultation rapide dès les premiers symptômes. Voilà qui est dit en sport. CAN Maroc 2026, les Lions indomptables à l'épreuve. Les Lions indomptables du Cameroun effectuent leur première sortie à la CAN féminine Maroc 2026 face au Mali. À quelques heures, du moins quelques minutes de cette rencontre, les interrogations demeurent quant aux capacités de la sélection camerounaise à réaliser un bon parcours, d'autant qu'un nouveau staff technique n'est en place que depuis un mois. Pour Césaire Mouliom, journaliste et analyste sportif, il sera difficile pour les Lions indomptables d'aller loin dans cette compétition. Les forces et les faiblesses de la sélection camerounaise, c'est dans ce reportage de Joël Ferdinand et Wané. À quelques heures du match Cameroun-Mali, première sortie des deux équipes en phase de poule de la CAN féminine Maroc 2026, des analystes sportifs s'interrogent sur les capacités des Lions indomptables à réaliser un bon parcours dans cette compétition. C'est le cas de Césaire Mouliom, qui estime que l'équipe camerounaise n'est pas encore suffisamment prête. Est-ce que cette équipe a eu tout le temps nécessaire pour se préparer comme il se doit? C'était carrément une préparation bâclée avec quelques matchs amicaux peut-être remportés. Ça peut quand même tromper, ça peut faire croire qu'on a justement de quoi, n'est-ce pas, parler devant ces nations-là. Maintenant, est-ce que sur le plan intrinsèque, ces joueurs sont mûrement préparés pour donner le meilleur qu'on attendra d'elles? On peut se donner le bénéfice du doute. Pour lui, l'absence des cadres de l'équipe à l'instar d'un Chout Adjara ou encore Fallon Mefometou pourrait être un handicap pour le Cameroun. Quand vous avez Adjara et Mefometou qui ne sont pas dans la liste, on peut se dire quand même que c'est une équipe un peu diminuée. Aboudi ne peut plus répondre à 100%. C'est une joueuse qui pourrait même jouer le rôle de réserviste dans cette rencontre ou dans cette compétition. Elle n'a plus tous ses atouts. Nommé le 12 juin 2026 par Samuel Eto'o, président de l'Africa Foot, le nouveau staff technique reste peu connu du public et devra encore faire ses preuves. C'est un staff qui n'est vraiment pas bien connu, parce que être connu, c'est que vous avez les faits d'armes. C'est-à-dire que derrière, vous voyez que vous avez fait vos classes ici et là-bas. Vous avez eu ceci comme palmarès. Valentine Nguele, c'est une ancienne Lyon, une ancienne gardienne de but de cette équipe. Ses assistants blancs non plus. On ne sait pas où est-ce qu'ils ont fait leur classe. Il faut vraiment aller fouiller pour en savoir. Mais on peut être parfois tenté de croire que ce n'est pas forcément avec ceux qui ont écrit des belles histoires derrière qu'on peut faire des grandes choses. Il y a des entraîneurs qui arrivent et qui vous font des choses. Vous avez vu Hugo Bros en 2017 avec l'équipe du Cameroun qui n'avait pas un gros palmarès devant lui. Toutefois, le duel entre les Lions indomptables du Cameroun et les Aigles du Mali s'annonce disputé. Le coup d'envoi est prévu à 21h. Nous sommes à la deuxième partie du Grand Plateau. Merci de rester jusqu'à la fin. André Blaise et Sama, qu'a-t-il fait pour souffrir autant? L'activiste André Blaise Sama est très mal en point depuis sa détention à la prison centrale de Douala. En novembre dernier, souffrant de diabète, son état de santé s'est sérieusement dégradé et faute de soins appropriés, il risque une amputation de ses membres inférieurs si rien n'est fait pour l'épargner du pire, nous dit Jean-Paul Chouniat. Il faut rappeler que l'homme se meurt à petit feu. Voilà 8 mois qu'il croupit au pénitencier de Nouvelle.
Placé donc en détention provisoire, il attend d'être jugé et fixé sur son sort. Privé de liberté, un détenu doit-il être privé de soins de santé, d'un milieu de vie salubre et d'une alimentation saine, comme c'est le cas pour André Blaise Essama et des milliers d'autres citoyens embastillés pour si peu? Nous écoutons cette analyse de Jean-Paul Chouniat à ce propos. Interpellé au lendemain de la prestation de serment de Paul Biya, élu président de la République à l'issue du scrutin du 12 octobre 2025, l'activiste André Blaise Essama, croupi à la prison centrale de Douala-Nioubel, voilà 8 mois déjà. Malade et souffrant de diabète, son état de santé continue de se détériorer au fil des jours, faute de soins appropriés, dans un pénitencier aux conditions de détention exécrables, ayant engendré une promiscuité sans précédent. Conséquence d'une surpopulation carcérale, atteignant plus de 5000 détenus pour une prison de 800 personnes au départ, soit un taux d'occupation de plus de 200%, révélait le ministre de la Justice en décembre 2023 devant les députés de la Nation. De ces effectifs largement dépassés dans nos prisons principales et secondaires, le nombre de pensionnaires croît sans cesse. De 30 600 détenus recensés en 2019, ces chiffres franchissaient le cap de 37 150 personnes en 2024, soit une augmentation de 6 544 détenus en 5 ans. Ainsi, la population carcérale grimpe, mais les besoins croissants ne suivent pas en soins de santé, qualité de nutrition et de logement, dans un cadre de vie devenu presque un mouroir pour les pensionnaires à la santé précaire et fragilisés par des maladies chroniques et ambiantes. Avant André Blaise Essama, aujourd'hui dans un état de santé critique, il y a eu Rodrigue Dagueyo, ce militant du MRC mort enchaîné sur son lit d'hôpital, faute de soins. Bien de citoyens lambda, décédés dans des circonstances similaires et d'autres abandonnés à l'article de la mort. Des images d'André Blaise Essama en tôle. L'activiste va mal et ses pieds de plus en plus affectés par un diabète qui le ronge et le tue ainsi à petit feu, si rien n'est fait. Et toutefois, convient-il de le préciser, les effectifs dans les prisons du Cameroun sont constitués à 70% de prévenus en détention provisoire. À une audience de la rentrée solennelle de la Cour suprême en 2024, l'ancien procureur général, Luc Djodo, de regretter mémoire, condamnait tous les abus liés à la détention provisoire. Aussi déclarait-il, toute restriction abusive de liberté commise par l'agent public, magistrat ou fonctionnaire des forces de sécurité, est formellement interdite. Par ailleurs, les hommes de droit et les associations de défense des droits humains précisent que tout citoyen en délicatesse avec la justice peut être privé de liberté, mais bénéficier pleinement du droit de se soigner, se nourrir et vivre dans un milieu salubre. Le ministre de la Justice Laurent Esso, toutes les hautes autorités judiciaires, les acteurs de la société civile et les leaders politiques ont beau dénoncer tous les abus dans les tribunaux et les conditions de détention déplorables dans les prisons. Mais rien ne change. Et certains magistrats semblent n'en faire qu'à leur tête, en dépit des rappels à l'ordre du garde des Sceaux. Aujourd'hui, André Blaise Essama. Et demain, à qui le tour? Voilà, à qui le tour? Nous allons justement parler de ce sujet, l'état de santé des détenus, des prisonniers politiques et surtout le droit à la santé. Nous l'avons dit, pour en parler, nous avons Maître Fabien Kenyé, avocat au barreau du Cameroun, qui est là et qui nous a rejoint. Bienvenue, Maître Fabien Kenyé, et merci d'être là. Merci bien, Marinette. Bonsoir. Bonsoir à vos téléspectateurs. C'est un plaisir, n'est-ce pas, de partager ce plateau de Balafon TV pour la première fois avec vous, je crois. Justement. Donc, c'est un réel plaisir. D'accord, merci, le plaisir est partagé. Alors aujourd'hui, le sujet n'est pas très réluisant. On parle là de la santé des détenus et on peut citer entre autres des prisonniers, des détenus qui sont morts en détention et dont les familles ont crié et se sont plaints de ce que leurs frères ou alors j'ai envie de dire, proche a manqué de soins pour trouver la guérison. Alors, est-ce qu'aujourd'hui au Cameroun, on peut considérer les prisons camerounaises comme une sorte de purgatoire où lorsque tu entres, tu n'es pas certain de sortir vivant? Parler de purgatoire, c'est peu dire. Je crois que les prisons camerounaises sont sur le plan sociétal à l'image, n'est-ce pas, de ce que nos gouvernants, autant pour moi, font de l'être humain, de la considération, n'est-ce pas, qu'on peut avoir de l'être humain. Je crois que chaque prison dans chaque pays est le reflet même de la société. Et si on se réfère aux prisons camerounaises,
J'ai eu déjà à lui dire que si quelqu'un voudrait vous faire du mal ou vous tuer à petit feu, le chemin est tout tracé, il n'a qu'à vous envoyer en prison. Parce que voyez-vous, si je m'en tiens à la prison de New Bell, qui est implantée dans la ville dans laquelle nous trouvons, l'insalubrité d'abord, n'est-ce pas, est tributaire de toutes les maladies dont toute personne peut, n'est-ce pas, dont tous les détenus peuvent en souffrir, particulièrement les maladies diarrhéiques, la tuberculose, le choléra et autres. Et dans cet univers carcéral aussi, insalubre, n'est-ce pas, habité essentiellement par des rongeurs qui proviennent des marchés environnants, porteurs de germes. Lorsque vous avez le malheur d'être aussi atteint d'une pathologie comme le diabète, vous êtes sûr, n'est-ce pas, que vous allez vous consumer pas à petit feu, à grand feu et mourir. La situation de Essama André Blaise n'est pas grave, elle n'est plus que grave parce qu'au-delà de l'actualité qui est relayée depuis un certain temps, il se trouve qu'à l'heure où je vous parle, il souffre même, n'est-ce pas, de différents abcès, des furoncles. Donc il a, au-delà des infections dues au diabète, d'autres infections qui se sont ajoutées. Et si rien ne fait, il n'est pas, n'est-ce pas, il ne serait pas surprenant que nous perdions la vie de cet activiste dont personne n'ignore le patriotisme, personne n'ignore le combat, n'est-ce pas, pour la restauration de la dignité du Camerounais que nous sommes. Vous n'êtes pas sans ignorer qu'il s'est toujours battu, n'est-ce pas, pour qu'en lieu et place des statues comme celle du général Leclerc que nous voyons, que ce sont n'est-ce pas, les images de Oumiobe, Osende Afana, Wanji, et que sais-je encore, qui, n'est-ce pas, soit... comment dire, qui fassent partie de nos patrimoines. Et je crois que j'ai comme impression que nos néocoloniaux, puisque ceux qui nous gouvernent, à mon sens, ce sont des néocoloniaux. Je pense qu'ils auraient peut-être tout simplement trouvé l'occasion, enfin, n'est-ce pas, de se venger contre lui. On ne sait pas trop pourquoi. Parce que le cas Essama André Blaise devait nous interpeller. Et j'ai pu vous dire que pratiquement après 30 ans de carrière comme avocat ou collaborateur d'avocat, je n'ai pas encore vu une procédure aussi arbitraire en ce qui concerne un compatriote qui, faut-il le dire, n'a rien fait sauf avoir voulu exprimer ses opinions par rapport, n'est-ce pas, aux résultats des dernières élections présidentielles d'octobre 2025, qui, faut-il le préciser, n'est-ce pas, nous ont coûté, par le bien des élections, plus d'une 50aine de vies humaines brisées, juste pour avoir, n'est-ce pas, manifesté. Parce qu'autant que je le sache, à l'occasion de ces différentes manifestations, il me semble qu'aucun agent des forces de l'ordre n'avait perdu sa vie. Vous vous rendez compte du fait de la disproportion, si tant est que ces manifestants avaient voulu affronter, n'est-ce pas, défier les autorités ou les forces de maintien de l'ordre. Il se trouve que finalement, aucun membre des forces de l'ordre n'a perdu sa vie. Et nous avons aujourd'hui pratiquement plus d'une 50aine de familles endeuillées. Vous imaginez, Marinette? Exactement. Et pendant que vous parliez, je me suis souvenu quand même que André Blaise Essama, c'est quelqu'un qui est très connu au Cameroun et à l'international. Il est très apprécié pour son franc-parler, pour sa joie de vivre, pour l'énergie qu'il dégage partout où il passe. Il est toujours en train de rappeler la mémoire collective du Cameroun, ses compatriotes, du moins ses nationalistes qui ont donné de leur sang pour libérer le Cameroun de l'étau des colonisateurs. C'est quelqu'un dont le combat vraiment repose sur la libération, sur le panafricanisme. Et vraiment, on pourrait se retrouver d'ici demain, d'ici quelques semaines, à parler de lui au passé, à parler de lui en disant il était, alors qu'on a la possibilité maintenant de changer les choses avant que peut-être le bon Dieu ne décide autrement. Alors, qui doit vraiment décider de la santé d'un détenu? Qui doit décider? Qui est celui qui doit frapper du poing sur la table pour que André Blaise Essama reçoive des soins appropriés à sa situation très grave actuelle? Vous me permettez là de lancer un cri d'alarme à l'endroit des autorités, n'est-ce pas, judiciaires, aux autorités judiciaires militaires, afin qu'elles puissent, n'est-ce pas, permettre à ces messieurs de recouvrer sa liberté pour aller se soigner. Parce que, voyez-vous, sur le plan légal, les faits qui lui sont reprochés, en l'occurrence, l'apologie d'atteinte à la sûreté de l'État relève d'un délit, tout simplement. Et en matière de délit, lorsque vous avez un domicile connu, vous ne devrez jamais, de quelque manière que ce soit, faire l'objet d'une mise en liberté provisoire. C'est un malheureusement, abus, c'est absolument un abus. Sa détention est arbitraire. Et je vais davantage expliquer pourquoi, lorsque j'aurai fini peut-être
de m'atteler sur ce point. André Blaise disait, j'ai poursuivi pour l'infraction, n'est-ce pas, d'atteinte, d'apologie d'atteinte à la sûreté de l'État, qui constitue un délit. Et le code de procédure pénale est clair là-dessus. Lorsque vous êtes poursuivi pour un délit et que vous avez un domicile connu, tant ceux qui ont arrêté André Essama, que ceux qui l'ont traduit par devant le tribunal militaire, que ceux qui passent en jugement par devant lui, connaissent très bien le domicile d'André Blaise Essama. Paradoxalement, partout où je suis passé, n'est-ce pas, pour essayer de l'extirper des jeunes infectés dans lesquels il se retrouve aujourd'hui, de manière ironique, tous les magistrats ou tous les officiers de police judiciaire déclaraient le connaître et avaient un sourire en coin, n'est-ce pas, ne parvenaient pas quand même à le laisser. Et vous voyez, même tout cela, c'est en violation de la Constitution, des traités et conventions internationales, notamment le pacte international relatif aux droits politiques aux droits civils et politiques, parce que ces conventions, la Constitution, et même l'article, et même le Code de procédure pénale, consacre la présomption d'innocence. Pour dire que lorsque vous ne présentez pas un danger pour l'ordre public ou la République, vous ne devez pas être mis en prison lorsque vous n'avez pas encore été déclaré coupable par un tribunal indépendant, par un tribunal qui vous a, n'est-ce pas, déclaré coupable. Il se trouve qu'alors que André Blaise n'a rien fait à personne, il se trouve qu'alors, et surtout qu'il a un domicile connu, n'est-ce pas, il est aujourd'hui en prison. Et permettez-moi de révéler un autre aspect, parce que sa détention est d'autant plus dramatique et arbitraire que André Blaise Essama Hoha, n'est-ce pas, aura séjourné à la prison de Niobe, où il se trouve aujourd'hui, du 26 novembre au 8 janvier 2025 au 8 janvier 2026, sans aucun titre de détention. Vous imaginez que vous êtes un citoyen, vous pensez ne jamais devoir rendre compte à votre justice, et que les gens viennent se saisir de vous, de votre personne, pour vous jeter en prison sans aucun titre. Et sur ce plan, moi, j'ai saisi le juge de la meilleure, comme ça, en l'occurrence, madame la présidente du tribunal de grande instance du Vouri, en date du 7 janvier 2026, afin que, n'est-ce pas, le caractère arbitraire de sa détention soit constaté et qu'elle soit mis immédiatement en détention. Dans son dossier de procédure ou son dossier carcéral, nous n'avions que l'arrêté de garde à vue administrative de 15 jours pris par le gouverneur de la région du littoral. Cette garde à vue de 15 jours expirait le 26 novembre. Entre le 26 novembre et le 26 novembre 2025 et le 7 janvier 2026, date à laquelle j'ai saisi Madame la présidente du tribunal de grande instance, juge des libertés, qui commet, n'est-ce pas, à cet effet, un de ses collègues, pour constater l'illégalité. Ce juge constate l'illégalité que dans son dossier, il n'y a que cet arrêté qui a expiré depuis le 26 novembre. Néanmoins, il se garde bien, n'est-ce pas, de le mettre en liberté immédiate. Donc, toutes ces personnes, je sais pourquoi j'évoque ces cas-là. Ces errements judiciaires emportent leur entière responsabilité personnelle s'il venait arriver quoi que ce soit à ces compatriotes qui n'ont rien fait du tout à personne. Justement, là, on parle du droit à la santé et de tous ceux qui peuvent décider de ce que André Blaise Essama puisse... Bien entendu. Je crois, dans l'intervalle même, au regard de sa situation tellement dramatique, désespérante, j'espère qu'il va se remettre. J'ai même saisi, n'est-ce pas, le juge en charge de son dossier de procédure afin qu'il lui accorde la mise en liberté pour qu'il aille, n'est-ce pas, bénéficier des soins appropriés au regard de, n'est-ce pas, au regard de la loi. Voilà, on peut tout simplement, j'ai envie de dire, Maître Kenyé, on peut revenir un peu sur le fait qu'il va de temps en temps à l'hôpital à Kinsingé où il suit des soins, mais seulement ces soins, le fait de rentrer en prison, toujours dans ce contexte insalubre et d'être mal alimenté, ne contribue vraiment pas à ce que sa prise en charge, du moins momentanée, ne contribue à une certaine remise d'aplomb. Alors, pour aller un peu dans le sillage international, est-ce que le Cameroun a des obligations juridiques sur le plan international pour, face à cette situation? Je vous ai parlé tout à l'heure de la présomption d'innocence, n'est-ce pas, qui prescrit la liberté pour toute personne lorsqu'elle n'a pas été déclarée coupable.
Au-delà de cela, Marinette, je dois vous avouer que le Cameroun regorge de tous les meilleurs textes sur le plan de la protection et de la garantie des libertés individuelles. Il se trouve seulement que les gens refusent de les appliquer. Parce que, voyez-vous, quand bien même vous êtes privé de liberté, aucun de vos droits, n'est-ce pas, ne vous est ôté. Donc même en prison, l'État a l'obligation de vous prendre en charge sur le plan de la sécurité, sur le plan sanitaire et sur le plan alimentaire. Et ça ne dépend pas de ceux qui nous gouvernent, parce qu'ils sont payés par nos impôts. Beaucoup peuvent perdre de vue le fait que nos gouvernants, n'est-ce pas, jusqu'au chef de l'État, sont des personnes que nous avons mandatées, qui devraient nous rendre compte. Donc c'est à travers nos impôts, effectivement, que ces personnes sont prises en charge. Malheureusement, vous vous rendez compte que dans toutes nos différentes prisons, il n'y a aucun plateau technique adéquat pour prendre en charge, n'est-ce pas, sur le plan sanitaire, les détenus. Encore plus des personnes qui souffrent des maladies dégénératives comme le diabète. Tout le monde est en train de voir André Sama Blaise mourir à petit feu. Et personne ne fait rien. C'est pour ça que je voulais dire qu'on en est arrivé dans une société où l'être humain n'est pratiquement plus rien. Aujourd'hui, vous avez même peut-être ce qu'on appelle el commandante en langage latin, ou dans le langage latin, qu'on ne voit plus. Chacun fait ce qu'il veut, on ne sait plus qui décide de quoi. Et ce n'est pas seulement le cas de Samandré André Blaise. J'ai, par exemple, à la prison de Fouman, un compatriote qui souffre des mêmes, qui a aussi les mêmes infections au niveau des membres inférieurs, en l'occurrence Abel Jomou, qui avait aussi été happé à Bafoussam alors qu'il ne marchait pas, alors qu'il se rendait à la pharmacie acheter les médicaments pour sa soeur, qui a accouché d'un enfant qui aujourd'hui pratiquement 6 mois qu'il n'a jamais vu. Il se retrouve aujourd'hui en prison, il est aussi en train de mourir à petit feu, alors et surtout qu'il bénéficie de la présomption d'innocence et qu'il n'a du tout rien fait. Ils sont nombreux. On peut évoquer également le cas de Djukem Tchameni. Les proches sont montés au créneau il y a absolument temps pour dénoncer son état justement de santé alarmant qui n'est pas adapté à son âge. Bien entendu, c'est le cas pour presque tous les détenus. On se pose la question de savoir ce que Djukem Tchameni fait en prison. Y compris Ludovic Daga qu'on avait appelé depuis, n'est-ce pas, je crois, depuis Bouddha pour amener à Douala, y compris Parfait Voum, n'est-ce pas, qui séjournent encore en prison et qui ont déjà pratiquement, pour le plus jeune, au-delà de 50 ans. Au-delà de 50 ans, on ne devrait pas être, n'est-ce pas, incarcéré n'importe comment ou gardé dans un certain milieu sans s'assurer que les conditions sanitaires sont adéquates pour qu'on puisse, n'est-ce pas, se prendre en charge. Et c'est profondément regrettable pour un pays comme le nôtre qui se dit un état de droit, un pays démocratique, démocratie mon œil. Il n'en a jamais rien été du tout. Voilà. Avant de sortir définitivement de ce sujet, Maître Kenyé, est-ce qu'aujourd'hui, les partis politiques, la société civile peuvent s'unir et faire changer les choses? Est-ce que c'est possible de changer les choses ou alors il n'y a que l'État pour décider du sort d'André Blaise et Sama et de tous ces détenus qui sont en train de croupir faute de soins? Je dois vous surprendre en vous disant que ceux qui emportent l'entière responsabilité et qui peuvent décider du sort de ces détenus qui n'ont rien fait, ce sont nos gouvernants. Vous n'êtes pas sans ignorer que toutes ces personnes sont traduites par devant le tribunal militaire, par devant les différents tribunaux militaires, n'est-ce pas, dont la compétence au regard des traités et conventions internationaux concerne la discipline militaire, c'est-à-dire des tribunaux qui devraient juger des militaires. Et que la loi nationale, en regardant la Constitution du Cameroun, et même le Code pénal à son article 2, n'est-ce pas, le pacte international relatif aux droits civils et politiques interdit à ces tribunaux, de quelque manière que ce soit, de juger des civils. Malheureusement, alors que le Cameroun a régulièrement ratifié, n'est-ce pas, ces textes, il se trouve que, malheureusement, ces personnes sont traduites par devant les tribunaux militaires qui ont à leur tête qui? Le chef de l'État qui se trouve être le président du parti État RDPC. Donc en fait, au-delà de ma casquette politique que je n'évoque pas ici, pour laquelle je ne suis pas venu ici, il se trouve que sur le plan factuel, j'ai comme impression qu'il y a un adversaire politique qui utilise tous les leviers de l'État pour broyer ses adversaires politiques. Parce que voyez-vous, j'ai eu à m'intriguer dans ce que j'ai lu dans un dossier à Fouman, dans le cadre duquel on avait arrêté autant les militants, n'est-ce pas, du RDPC, que certaines personnes qui prétendaient même, l'ont assumé, avoir voté pour le candidat Issa Chiroma. Quand je poursuis le dossier, je constate qu'aucune personne portant la casquette du RDPC
ou apparentés au parti RDPC, qui avaient été arrêtés en même temps que ces personnes ne séjournent à Fumban, alors et surtout qu'il y a même des mineurs de 17 ans, ils sont de 17, 18, 20 ans qui y séjournent encore jusqu'aujourd'hui, après plus de 8 mois. Vous vous imaginez. Donc en réalité, c'est l'État élu seul. Quand je dis l'État, c'est le chef de l'État parce qu'au regard, n'est-ce pas, du code de la justice militaire, au regard de la justice militaire, il est la même personne qui est à même, en ce qui concerne ces infractions, de dire ça suffit. C'est lui qui ordonne leur arrestation, c'est lui qui peut encore mettre un terme à leur libération immédiate sans que, n'est-ce pas, les juridictions daignent s'y opposer. À preuve, vous n'êtes pas sans ignorer le cas du professeur Maurice Kamto, son excellence Brantine, professeur Maurice Kamto, le premier prix Boutros Ghali, qui avait été arrêté à la faveur du contentieux électoral de 2018 et qui avait été libéré sans jugement à la demande du chef de l'État. Donc il est question aujourd'hui, n'est-ce pas, moi je le demande, que sur le strict plan légal, sur le strict plan humanitaire, que toutes ces personnes au-delà de André Blaise et Sama soient, n'est-ce pas, libérées purement et simplement pour que le pays s'en porte mieux. Voilà, et justement, c'est en sortant sur cette phrase que j'allais vous demander que on sait que, du moins, l'Église s'est prononcée, notamment l'archevêque métropolitain de Douala, Monseigneur Samuel Cléda, s'est prononcé justement sur cette situation carcérale qui est regrettable, déplorable, et il a dénoncé autant de mots qui peuvent entrer dans le cadre des souffrances des détenus, tout en rappelant que les familles, surtout les familles, en souffrent parce que ces détenus sont des parents, des chefs de famille, des frères, des époux. Et est-ce qu'on peut avoir un tout petit peu, un bref aperçu de ce que vous voyez, puisque vous êtes avocat et vous, sans doute, vous rencontrez les familles de ces détenus. Quel est leur état d'esprit sur tous ces détenus politiques? Je dois vous avouer que pour la première des choses, c'est que tous ceux qui sont en détention aujourd'hui sont très déçus. Parce qu'ils sont abandonnés à eux-mêmes. Je le dis de plus en plus, c'est le deuxième contentieux. Nous avons aujourd'hui à faire un deuxième contentieux post-électoral, à l'instar de celui de 2018. J'ai été avocat dans le cadre du contentieux post-électoral de 2018, n'est-ce pas? Nous avions un collectif qui, sur le plan judiciaire, prenait en charge, moyennant, n'est-ce pas, les moyens fournis par la diaspora, supervisés par le MSC qui prenait en charge ces détenus politiques, même ceux qui demeurent encore en prison jusqu'aujourd'hui. Il se trouve malheureusement pour ceux qui ont été happés, n'est-ce pas, dans le cadre du contentieux post-électoral d'octobre 2025, qui sont particulièrement abandonnés à eux-mêmes. Moi, je ne sais pas d'où, n'est-ce pas, je tire les moyens. Et je ne voudrais pas quand même mépriser le conseil que certaines personnes m'apportent au niveau de la diaspora, au niveau national, pour parcourir les prisons, n'est-ce pas, à leur porter secours. Voyez-vous, pour le cas particulièrement de Fumban, le dossier évoqué, je crois, ça devait être le 3e mercredi du mois de juin, avait été renvoyé au 19 août du mois prochain, juste parce qu'il n'avait pas eu d'avocat pour les assister. Alors, et surtout que pendant toute la phase d'instruction, j'étais le seul à les assister. Donc, il suffit que je n'ai pas de disponibilité, que ce soit au niveau du tribunal militaire de Bafsam, au niveau du tribunal militaire de Fumban, pour que le procès soit renvoyé. Fort heureusement, dans la ville de Yaoundé et de Douala, nous avons beaucoup d'autres confrères, n'est-ce pas, qui les assistent bénévolement. Donc, ces personnes, aujourd'hui, elles se sentent, comment dire, trahies. Ça, c'est le sentiment que j'ai. Parce que leurs espoirs reposent presque aujourd'hui sur moi. Malheureusement, et permettez-moi aussi de le dire, parti pour près de 3000 à travers l'étendue du territoire national, ces personnes ne sont plus aujourd'hui que 500 en prison. N'est-ce pas? Je voudrais faire l'économie de les répartir dans les différentes prisons. Il se trouve que beaucoup d'autres personnes qui avaient été arrêtées en même temps, moyennant les moyens, n'est-ce pas, ont pu obtenir leur liberté. Vous vous imaginez? Donc c'est comme un peu la justice des riches et des pauvres. Avec la maxime selon laquelle, selon que vous serez riche ou pauvre, les jugements de la cour vous rendront noir ou blanc. Donc ces personnes sont dans cette situation. Et beaucoup, pour la plupart, des mineurs tellement vulnérables, qui ont été arrachés à leur famille, déportés hors de leur ville, mis dans les prisons tellement éloignées, n'est-ce pas, de leur lieu d'habitation. Vous imaginez que des gens soient arrêtés à Bouddha, qu'ils soient amenés, n'est-ce pas, torturés, amenés à Bafsam, et que finalement, elles soient déposées
à la prison de Fouban où elles ne connaissent personne. Lorsque l'État le fait, procède ainsi, à travers ces citoyens qui bénéficient de la présomption d'innocence, peut-on encore dire que ces gouvernants sont humains? Je ne pense pas. Donc pour des considérations humanitaires, je pense que si ceux qui nous veulent estiment un temps soit peu, qu'ils ont eu la légitimité nécessaire, puisque autant que je me souvienne, à la faveur de ces élections, ils revendiquaient 56%, n'est-ce pas, des suffrages en leur faveur. Si quelqu'un vous a voté, comment est-ce que vous pouvez encore le mettre en prison? Donc vivement que ces personnes reconsidèrent leur position et justifient leur légitimité prononcée par le Conseil constitutionnel par la libération immédiate de ces personnes, si tant est qu'elles ont été légitimement élues. Voilà. Nous sommes donc arrivés au terme de notre émission. Nous rappelons que nous parlons du cas des détenus, des prisonniers politiques qui sont mal en point dans les prisons, qui sont malades. On a cité le cas de Blaise Esama. On ne voudrait pas se retrouver demain en train de pleurer, comme ça a été le cas pour Anissé Kane. Et pour Daguerre Koufet. Voilà. Un membre du MLC qui était mort à la prison ayant attrapé le choléra, vous imaginez. C'est également Souleymane qui aussi est décédé, Toby. Ils sont nombreux qui sont décédés en prison. Donc ce soir, nous revenons donc sur ce cas. Et vous, maître, vous avez demandé, vous avez élevé un plaidoyer que ceux qui ont les responsabilités de pouvoir donner la grâce, si on peut dire ça comme ça, à ces personnes malades, de pouvoir se soigner dans un cadre vraiment adapté à leur situation, que ces personnes prennent donc la décision du point de vue humanitaire afin que ces gens puissent retrouver un tant soit peu la santé. Merci d'être venu, maître. C'est moi qui vous remercie. Ce fut un plaisir d'être sur votre plateau. Merci, le plaisir a été partagé. Merci également à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission de Grand Plateau. Nous sortons avec cet élément. 300 parcours, une même fierté. AGL Cameroun, Sokopao et PPK célèbrent ces bâtisseurs. Sourires, regards fiers, applaudissements et souvenirs partagés ont marqué la célébration des médailles d'honneur du travail. Un hommage rendu à des femmes et des hommes qui ont consacré des années de leur vie au développement d'AGL Cameroun, de Sokopao et de la plateforme polyvalente de Kribi. Vendredi 24 juillet, le Palais de la Culture Sawa de Douala a vibré au rythme de la reconnaissance et de la gratitude, en présence du ministre du Travail et de la Sécurité sociale, des autorités administratives, des partenaires institutionnels et des représentants du personnel. 345 collaborateurs ont donc été mis à l'honneur pour leur fidélité, leur professionnalisme et leur contribution à la performance de l'entreprise. Je vous invite à vivre comme si vous y étiez le film de cette célébration. Quant à moi, on se retrouve demain, Inch'Allah. Au total, 300 collaborateurs ont été distingués par l'État du Cameroun. 138 médailles d'argent, 129 médailles de vermeil et 78 médailles d'or. Une reconnaissance de plusieurs décennies de travail, de fidélité et de contribution au développement d'un acteur majeur de la logistique au Cameroun. C'est vraiment pour nous un honneur d'avoir nos médaillés, de les célébrer. On a enclenché une dynamique, on va continuer. Voilà. Ce qu'on attend de nos médaillés, c'est avant tout l'expérience de l'organisation, c'est de passer le savoir à nos jeunes talents et évidemment de capitaliser sur leur expérience. Leader de la logistique intégrée, AGL Cameroun poursuit sa transformation tout en plaçant le capital humain au cœur de sa stratégie. Avec plus de 1240 collaborateurs, l'entreprise investit dans le développement des compétences, la santé, la retraite complémentaire, la restauration collective et le transport du personnel. Le climat social chez nous est serein. Ça se réalise par les actes. Tout ce que nous négocions dans notre réunion, et ça s'accorde par la direction générale, c'est réalisable. Donc, on a un top management qui est suffisamment expérimenté et à chaque fois, vraiment, il nous gère comme un chef, un grand-père de famille. Vraiment, nous sommes contents. Nous saluons vraiment cette façon de faire. Pour les récipiendaires, cette distinction est avant tout une reconnaissance du chemin parcouru et des efforts consentis au fil des années. AGL a connu plusieurs situations. Donc aujourd'hui représente une journée très
très marquante parce qu'au bout de tout cela, être reconnu par l'État du Cameroun pour le travail qui a été accompli, c'est une grande joie, c'est une fierté même. Et je suis d'autant plus fière d'être dans ce groupe-là parce que nous qui sommes là depuis un moment, nous pouvons voir les changements qui se sont opérés durant toutes ces années. Au-delà des distinctions, cette cérémonie a surtout été un moment de reconnaissance et de gratitude. J'adresse un message, n'est-ce pas, d'abord des félicitations à tous les récipiendaires, mes autres collaborateurs, et aussi un message d'encouragement pour les autres collaborateurs qui n'ont pas encore atteint, n'est-ce pas, 10 ans. Que le travail, c'est la patience, c'est l'agilité et c'est la persévérance. Une manière pour AGL Cameroun de rappeler que derrière chaque performance, chaque projet et chaque réussite, il y a avant tout des femmes et des hommes engagés qui contribuent chaque jour au développement de l'entreprise et du Cameroun.